As-tu déjà roulé sur des clous avec ton vélo? Si ça t'est arrivé au moins une fois, j'imagine que ce n'était pas intentionnel et que tu n'as aucune envie de revivre l'expérience. Maintenant, imagine que tu dois faire du vélo sur Mars. Sa surface est couverte de roches, de canyons, de volcans, de lacs asséchés, de cratères et de poussière rouge. À côté de ça, les clous dont je viens de parler semblent plutôt inoffensifs. Nos rousses terriennes ne sont absolument pas adaptées à ce terrain. Par conséquent, la NASA travaille depuis les années 60 à la création de prototypes adéquats pour la Lune et pour Mars. Ils ont testé les pneus en caoutchouc lisse, avec chambres à air remplies d'azote, les grandes roues souples en treillis métalliques et les pneus sans air, constitués de plusieurs centaines de fils d'acier enroulés. Le pneu à ressort, mais rien de tout ça n'a semblé convenir pour ces sols difficiles. Les roues du rover Mars Curiosity n'ont duré qu'un peu plus d'un an et se sont sérieusement abîmées. Leurs pneus devaient faire face à deux problèmes majeurs. D'abord, ils devaient être suffisamment résistants pour supporter l'énorme poids du véhicule. Les ingénieurs désiraient fabriquer un rover super efficace, différent des modèles qui avaient parcouru la Lune et Mars avant lui. Il fallait donc qu'il soit plus lourd. Un véhicule de ce genre a besoin de pneus très solides. Et, bien sûr, la surface de Mars est des plus irrégulières. Ils ont donc essayé de fabriquer des pneus en aluminium, un matériau léger et résistant, mais les roues n'ont pas tenu longtemps. Ces dommages n'ont pas empêché Curiosity de faire son travail, mais ils l'ont rendu moins efficace. Et c'est alors que la NASA a dû réinventer la roue. L'agence spatiale a décidé de remplacer l'aluminium par un alliage à mémoire de forme. Il s'agit d'un type de métal unique, le nitinol, un mélange de nickel et de titane. Contrairement à d'autres matériaux qui se déforment sous l'effet de la pression ou de la chaleur, cet incroyable matériau reprend sa forme initiale quelles que soient les circonstances. Le nitinol est donc un héros sur Mars, mais il est aussi utile sur Terre. Imagine que tes pneus ne crèvent plus jamais. Ce serait vraiment bien. Une entreprise a donc décidé d'utiliser cette technologie pour ses vélos. Les pneus sont en forme de tube et s'écrasent lorsque l'on roule sur une bosse. Et ils développent peu à peu une parfaite mémoire de forme. Ils sont censés être parfaitement adaptés pour les vélos gravel et les vélos tout-terrain. La surface métallique est recouverte d'une couche caoutchouteuse. L'entreprise a annoncé prévoir de rechapper les pneus une fois cette partie usée afin qu'ils durent des années. Les précédents modèles de pneus sans air étaient constitués d'une mousse brevetée censée pouvoir rouler sur 8000 km. Mais ils n'ont pas marché. Ils alourdissaient trop le vélo. Ce nouveau modèle devrait résoudre ce problème. Le nitinol fonctionne également très bien dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Les tubes qui en sont constitués peuvent se dilater selon la température du corps. La mémoire de forme ne révolutionne pas seulement l'industrie du pneu. Si tu dors aujourd'hui si bien sur ton matelas en mousse à mémoire de forme, c'est aussi grâce à la NASA. L'histoire de ce matériau remonte à 1966. La NASA avait décidé d'améliorer les sièges des astronautes afin d'atténuer les effets de l'accélération au décollage et à l'atterrissage. Créer un siège personnalisé pour chaque astronaute semblait très peu pratique, et c'est là que la mousse à mémoire de forme est entrée en jeu. Elle s'adapte facilement à la morphologie des astronautes et reprend sa forme lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans les années 80, on a commencé à l'utiliser pour le public. On la trouve aujourd'hui dans les matelas et les oreillers, dans les parcs d'attractions, sur les selles et dans les casques. La 3e génération contient des particules de gel et de la mousse viscoélastique. Elle utilise la chaleur corporelle pour se déformer, reprend sa forme en un clin d'œil, et tu as l'impression de dormir sur un nuage. Au cas où tu ne le saurais pas, les couvertures de survie ont été inventées par la NASA pour l'espace. Dans les années 60, ils se préparaient à quitter notre planète et cherchaient un matériau métallique fin et réfléchissant qui protégerait les navettes des radiations solaires. Et ils conçurent le matériau parfait, suffisamment résistant pour être utilisé comme isolant afin de protéger toute cette technologie coûteuse contre les variations de température. Depuis, on s'en sert dans presque toutes les missions hors de notre atmosphère. On l'utilise également dans les combinaisons pour protéger les astronautes des radiations et de la chaleur du Soleil lorsqu'ils s'aventurent dans l'espace. Sur Terre, les couvertures de survie sont utilisées par les marathoniens. La température de leur corps chute quand ils s'arrêtent de courir, et ils ont besoin de contrer cette réaction. En outre, on se sert de ce matériau magique comme doublure dans les étuis de téléphone pour protéger ceux-ci de la chaleur et du froid extrême. Au début des années 60, les casques des pilotes de ligne étaient très encombrants. Ils devaient souvent utiliser des micros portatifs pour communiquer.
La NASA avait besoin d'une technologie plus fiable et plus légère pour ses missions, afin de s'assurer que les communications se déroulent sans problème. En 1961, la capsule Liberty Bell 7 s'est écrasée dans l'eau et l'astronaute Gus Grissom a failli couler sans transmission radio ni contact avec son équipe de sauvetage. La NASA a alors fait appel à une entreprise pour concevoir une oreillette qui pourrait être intégrée au casque des astronautes. 11 jours plus tard, l'équipe a mis au point un prototype qui pouvait être utilisé par les astronautes pour communiquer entre eux et avec la Terre. Il était même doté d'une fonction de réduction du bruit. Le casque a ensuite été amélioré et on l'a utilisé pour les missions Mercury et Apollo. Grâce à ce casque sans fil, le monde entier a pu entendre la célèbre phrase de Neil Armstrong lors de son atterrissage sur la Lune. La lyophilisation de la nourriture n'a pas été inventée par la NASA, mais elle l'a grandement améliorée pour ses longues missions Apollo. Lors de ses premières missions, les astronautes mangeaient des aliments en forme de cubes, des poudres lyophilisées, et ils devaient boire des semi-liquides dans des tubes d'aluminium. Pas exactement un repas de fête. Les astronautes n'étant pas satisfaits de ce régime, la NASA dut trouver une meilleure solution pour les missions Gemini. Les recherches aboutirent à la mise au point de sauces pouvant rapidement prendre une forme comestible une fois plongées dans de l'eau chaude. La lyophilisation consiste à faire cuire les aliments, à les congeler à basse pression puis à les réchauffer lentement dans une chambre à vide. Grâce à cette technique, les aliments conservent 98% de leur valeur nutritionnelle, avec seulement 20% de leur poids d'origine. La NASA n'a cessé d'améliorer cette technologie au cours des décennies. Aujourd'hui, les aliments lyophilisés sont d'une grande utilité pour les randonneurs, les secouristes et toute personne ayant besoin de voyager léger tout en bénéficiant d'une alimentation adéquate. Le thermomètre infrarouge, qui nous permet de vérifier la température à distance, a également été mis au point avec le soutien de la NASA. Il mesure le rayonnement thermique émis par le tympan, un peu comme on mesure la température des étoiles et des planètes. L'appareil est doté d'une lentille qui concentre la lumière de l'objet sur un détecteur qui convertit le rayonnement en un signal électrique, puis en une température lisible sur un écran. On l'utilise à de nombreuses fins, par exemple pour surveiller les températures dans les systèmes mécaniques et électriques, et pour le contrôle de la température des visiteurs dans les lieux publics. Je parie que tu ne t'en doutais pas. La technologie utilisée pour faire des selfies provient des caméras développées pour les missions interplanétaires. Dans les années 90, un laboratoire de la NASA, Jet Propulsion Laboratory, a développé un mini-système d'imagerie qui ne nécessitait pas beaucoup d'énergie pour prendre des photos de haute qualité depuis l'espace. On utilise aujourd'hui cette technologie sur nos téléphones portables et nos ordinateurs. Et si l'on remonte aux années 60, on trouvera des preuves que l'idée des selfies pourrait provenir des astronautes. Edwin Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, a pris des selfies avec un appareil photo Hasselblad spécialement conçu à cet effet. Il a même utilisé sa navette comme support pour son appareil. Pense à ça si tu te retrouves un jour dans l'espace sans personne pour te prendre en photo.